Bonjour, nous abordons aujourd'hui la question de l'articulation des sources en droit du travail. Cette question de l'articulation des sources en droit du travail est essentielle pour savoir quel est le droit applicable et notamment quel est le droit applicable dans l'entreprise. Habituellement, dans l'architecture classique, nous avons une pyramide qui nous dit que la Constitution, évidemment, s'impose aux textes étatiques, les lois, les décrets, et que ces textes de droit public s'imposent aux textes de droit privé, qui pourraient être les conventions collectives. Mais en droit du travail, cette pyramide est bousculée. En droit du travail existe un principe que l'on appelle le principe de faveur, qui s'est construit progressivement à partir de 1936. Dans des arrêts plus récents, le juge a été amené à synthétiser ce qu'est le principe de faveur. Le principe de faveur nous dit qu'en cas de conflit de normes, si par exemple nous avons une contradiction entre ce que dit la loi, ce que dit une convention collective ou un accord d'entreprise, eh bien c'est la norme la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application. Autrement dit, avec ce principe de faveur, c'est le texte le plus favorable aux salariés qui doit s'appliquer et ce n'est pas forcément le texte le plus élevé dans la hiérarchie des normes, dans la hiérarchie de la pyramide que nous avons vue précédemment. Ce principe de faveur est aujourd'hui bousculé et donc nous allons examiner comment s'articulent les normes à différents niveaux. Tout d'abord, l'articulation entre la loi et les accords collectifs. En règle générale, un accord collectif, qu'il soit de branche ou d'entreprise, un accord peut prévoir des dispositions bien évidemment plus favorables que la loi. Un accord collectif peut prévoir des niveaux de salaire plus élevés que le SMIC. Le principe de faveur s'applique. Mais dans certains cas, quand la loi l'autorise, à certaines conditions fixées par la loi et dans certaines limites également posées par la loi, eh bien, il va être possible de mettre en œuvre une dérogation. C'est-à-dire qu'un accord collectif va pouvoir prévoir des dispositions moins favorables que la loi. Mais vous voyez, c'est uniquement dans les cas, aux conditions et dans les limites posées par la loi. Un autre mode de raisonnement s'est mis en place, c'est le raisonnement sur la base de ce que l'on appelle la supplétivité. Un accord collectif peut fixer des règles, peut fixer la règle du jeu, et finalement, la loi va devenir supplétive, c'est-à-dire que la loi ne va intervenir que si l'accord collectif est muet ou si l'accord collectif n'existe pas. Et l'exemple le plus emblématique ici, eh bien, c'est celui du temps de travail et des congés. Exemple, en matière de rémunération des heures supplémentaires, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé par l'accord collectif et le taux de majoration des 25 et 50% fixé par la loi n'intervient que si l'accord collectif ne dit rien. Autre niveau, eh bien, c'est entre les accords collectifs. Comment s'articule la relation entre l'accord de branche et l'accord d'entreprise? En règle générale, là encore, l'accord d'entreprise va primer sur l'accord de branche. C'est la principale nouveauté des dernières évolutions. L'accord d'entreprise va primer sur l'accord de branche, quel que soit le contenu en cause et quel que soit le niveau des dispositions de cet accord d'entreprise. Donc l'accord d'entreprise n'est pas forcément plus favorable que l'accord de branche et pourtant c'est l'accord d'entreprise qui va s'appliquer. Quelques exceptions ont été prévues. Dans certains domaines, eh bien, l'accord de branche va continuer de constituer un plancher. Autrement dit, l'accord d'entreprise ne pourra pas être moins favorable que l'accord de branche. Alors quelques exemples parmi les éléments les plus essentiels. Les salaires minima hiérarchiques et les grilles de classification, ce sont deux domaines où l'accord d'entreprise ne peut pas être moins favorable que l'accord de branche. Et puis d'autres domaines, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les garanties collectives complémentaires, et il y a quelques autres exemples en la matière.
La relation, enfin, entre les accords collectifs et le contrat de travail. En règle générale, le principe de faveur s'applique, c'est-à-dire qu'un contrat de travail peut prévoir des dispositions plus favorables que l'accord de branche ou que l'accord d'entreprise. Un accord de branche ou d'entreprise qui interviendrait et qui contiendrait des dispositions plus favorables que le contrat de travail viendrait à s'appliquer. Donc entre contrat de travail et accord collectif, en règle générale, le principe de faveur s'applique, c'est le plus favorable qui est appliqué aux salariés. Cependant, maintenant, dans certains cas, un accord d'entreprise va s'imposer au contrat de travail alors même qu'il ne contient pas forcément des dispositions plus favorables. C'est le cas en particulier quand des accords sont signés pour répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, la formule est très générale, ou bien en vue de préserver ou de développer l'emploi. Cela peut donc concerner l'aménagement du temps de travail, mais également l'aménagement de la rémunération et la mobilité professionnelle ou géographique à l'intérieur de l'entreprise. Par conséquent, il faut être vigilant. Il ne faut pas confondre les différents niveaux. Les domaines où un accord collectif peut déroger à la loi, ces domaines sont limités. Les domaines où un accord d'entreprise a primauté sur un accord de branche, là c'est la règle générale. Sauf que ce n'est pas parce qu'un accord d'entreprise a primauté sur un accord de branche qu'il peut déroger à la loi. Ne pas confondre les deux niveaux. Et enfin, les domaines où le contrat de travail ne s'applique plus face à un accord d'entreprise qui n'est pas forcément plus favorable. Donc vous le voyez, il ne faut pas confondre les différents niveaux d'articulation entre la loi et les accords collectifs, entre les accords collectifs entre eux, entre les accords collectifs et le contrat de travail. Et puis on pourrait ajouter un autre élément, cette articulation et ces différentes normes doivent respecter les dispositions du droit de l'Union européenne et les dispositions du droit international.